Paris et ses monuments, une toile de fond spectaculaire. Le fleuve de l'amour à Paris accueille le plus grand défilé de l'histoire de l'humanité. Paris est magique, féerique, olympique. Quelle claque! C'est par ce mot que quelques-uns des plus grands quotidiens mondiaux ont salué la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce 26 juillet 2024 fera date, sans aucun doute. Chacun de nous, français ou non, se souvient de ces moments de liesse, de cette ferveur populaire. Ce soir-là, Paris a ébloui le monde. Dans un élan de folie, sous une pluie continue, la France tout entière s'est rassemblée derrière sa délégation. Des larmes, des cris, des frissons, un peuple uni et fier a décidé, le temps d'une soirée, d'ouvrir une nouvelle ère. En se remémorant nos différents souvenirs de cette soirée historique, un mot revenait sans cesse, l'inclusion. Une cérémonie d'ouverture qui portait bien son nom, enfin. Aujourd'hui, pour Miro Média, 3 invités d'exception ont accepté de revenir avec nous sur cette folle soirée, de venir nous partager leurs souvenirs et de venir croiser leurs regards. Donc bonjour à toutes les deux. Merci d'avoir accepté de nous accorder de votre temps pour échanger pendant une bonne vingtaine de minutes sur le thème de l'inclusion, illustré à merveille lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc Juliane, toi tu as occupé le rôle clé au sein de Paris 2024 de chargée de mission auprès du directeur du design, et tu as notamment œuvré au lancement de l'affiche officielle des Jeux. Tu as également veillé à la cohérence avec ton équipe de l'identité visuelle sur l'ensemble des supports, de la signalétique au site olympique. Face à toi aujourd'hui, Marie-Solène Ferté. Marie-Solène, tu étais membre de la direction de la marque au sein de Paris 2024. Et pendant près de 4 ans, tu as piloté des éléments clés de l'héritage des Jeux, des mascottes ici présentes, au podium, en passant par les actifs du groupe LVMH et les cérémonies de victoire. Notre émission sera conclue par Vincent Lassalle, qui sera avec nous dans quelques instants et qui est membre du comité directeur de la Fédération française handisport et président de l'association sportive Handi Jeunes de Paris. Donc d'abord, première question, encore merci à toutes les deux. Vous avez toutes les deux travaillé sur les mascottes de Paris 2024, les Friges, qui ont eu un grand succès. En quoi, d'après vous, elles étaient symboles de l'inclusion ? Donc sur le sujet des mascottes, l'idée c'était pour la première fois déjà de faire une mascotte commune entre olympique et paralympique, parce qu'on voulait créer un seul symbole et on n'avait pas envie qu'il y ait 2 personnages qui différencient trop les paralympiques des olympiques. Donc il y a vraiment cette volonté de faire comme il y avait un seul emblème, il y avait une mascotte commune. Mais pour différencier la population, on a quand même voulu aussi pour la première fois de façon visible mettre le symbole de la lame qui allait représenter le handicap pour les Paralympiques. Mais pareil, c'est quelque chose qui était totalement nouveau. Normalement, l'autre mascotte pouvait être un autre personnage qui n'avait rien à voir, mais on ne représentait pas le handicap. Et c'était important pour nous de le représenter aussi pour la partie pédagogique pour les enfants et de se dire que c'était un élément important, même si ça représente pas tous les handicaps. Il y avait cette envie en tout cas de regrouper le message entre olympique et paralympique et en même temps de différencier en mettant en avant le handicap de façon visible. Toi Juliane, tu étais donc chargée de mission auprès du directeur du design. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça a consisté et notamment quel était ton rôle lors du lancement de l'affiche officielle designée, réalisée par Hugo Gattoni ? Quel était ton rôle à l'intérieur de cette équipe ? Du coup, dans cette équipe, moi j'ai participé à la coordination, à la gestion de projet global et donc la structuration de tous les sujets de design. Mon rôle c'était donc aux côtés de Joachim Ronsin de accompagner, en fait, chacune des équipes menait un projet, notamment Marie-Solène qui était entre autres sur les mascottes. Elle était donc la chef de projet de ce projet-là, mais le directeur du design devait intervenir sur chacun des projets et donc moi j'étais dans la coordination pour qu'il puisse faire son travail au quotidien. Et dans le lancement des affiches, j'étais du coup avec Marie-Solène, où on a toutes les deux démarré le projet à la base dès le contact avec Hugo Gattoni, dans la création de l'affiche pendant 5 mois, dans le suivi créatif et aussi pendant le lancement qui a été un événement donc au musée d'Orsay, où là on a eu plus un rôle de pilotage événementiel
où on a du coup organisé la révélation de ces affiches. Et justement, au niveau de ces affiches, est-ce que l'inclusion a un peu guidé vos choix artistiques? Est-ce que tu peux nous en dire plus dans vos différents choix avec Ugo Gattoni, justement, là-dessus? Oui, en gros, de la même manière que tout ce qui a été pensé pour la marque, les affiches, elles permettaient une expression artistique pour symboliser l'union de l'olympisme et du paralympisme. Et donc, avant même d'aller chercher Ugo Gattoni, la réflexion donc du directeur du design était de ne pas scinder les deux, mais plutôt d'en faire une image commune. C'est pour ça qu'il y a une affiche olympique et une affiche paralympique, mais que assemblées, elles forment l'image qu'on a tous en tête. Et en fait, c'était ce message-là de il faut les deux pour le message global qu'on a voulu faire passer en créant cette affiche. Et c'était la première fois aussi que ça se faisait. Normalement, c'était 2 affiches différentes qui n'avaient rien à voir. Et là, c'était comme pour les mascottes de vouloir regrouper sous une même idée créative le sujet des affiches, avec et l'idée aussi de pouvoir résumer tout ce qu'on avait fait sur Paris 2024 dans une seule affiche. Donc en fait, si on regarde dans le détail, on retrouve tout. On retrouve les médailles, on retrouve les podiums, on retrouve tous les sports, on retrouve les mascottes, etc. Et donc c'est un peu un résumé, en tout cas du design et de tous les symboles de Paris 2024. Toi, tu t'es aussi occupé des podiums. Oui. Justement, est-ce que dans votre conception des podiums et tout ce que vous avez mis autour, est-ce que vous avez intégré la notion d'inclusion pour que ce soit en matière d'accessibilité ou de représentation? Voilà, qu'est-ce qui a guidé vos choix dans cette conception? Et toujours dans cette même ligne créative du directeur du design, c'était de se dire on va pas faire 2 designs différents sur les podiums. C'est les mêmes athlètes, enfin c'est pas les mêmes athlètes, mais c'est pour les athlètes des JO, donc c'est un seul design. Mais pareil, la difficulté c'est comment on adapte un design olympique sur des contraintes paralympiques, parce qu'il faut des rampes d'accès, il faut des stoppers pour les fauteuils roulants. Il y a plein de petites contraintes, mais voilà comment on peut adapter ce design. Donc c'était un design commun avec voilà des adaptations de rampes, de stoppers, aussi c'est un seul niveau pour les Paralympiques, puisque en fait sinon les rampes vont être beaucoup trop longues si jamais on fait 2 niveaux. Enfin voilà, il y a plein de petites contraintes par rapport aux espaces aussi qui sont dans les stades. Et aussi il y avait aussi un enjeu de pouvoir réutiliser les modules olympique en paralympique pour un enjeu de responsabilité de production des différents modules, et comment on fait pour que ce soit pas dégradé entre olympique et paralympique, pour qu'il y ait le même niveau de qualité. Donc pareil, il y a plein d'enjeux là, plus logistiques, d'entretien, etc. pour qu'on ait exactement la même qualité sur le paralympique. J'imagine que sur l'aspect design aussi, enfin qu'il y a eu des arbitrages assez difficiles à faire au niveau de l'impact visuel sur qui représenter, comment faire en sorte de représenter tout le monde sans que ça froisse d'autres. Est-ce que il y a eu pas mal de discussions, je pense, avec Ugo Gattoni là-dessus, comment représenter tout le monde sans en même temps en faire trop, enfin c'est assez compliqué. Ouais, ça a notamment été une discussion avec les équipes des sports au sein de Paris 2024, parce que tout ce qu'on conçoit, enfin même si la direction artistique elle est du côté de la marque, au global tous les sujets sont gérés par plein d'équipes différentes. Il n'y a jamais quelque chose qui a été fait sans l'aval des équipes des sports, des équipes qui gèrent aussi tous les athlètes paralympiques. Et on a effectivement pas fait de choix, parce qu'on voulait représenter la diversité de ces jeux. Et on a donc représenté tous les sports, mais pas toutes les disciplines. Mais sur l'affiche olympique et sur l'affiche paralympique, il y a autant de sports. Et elle représente du coup ce que Marie-Hélène parlait aussi pour les mascottes, etc., plus l'union et le fait que cette fête-là, elle se fait tous ensemble. Il y a pas, sur l'affiche, on voit pas 2 mondes différents, où on voit un ensemble et un univers global qui communiquent. Et c'est ça qu'on voulait faire passer dans cette affiche. Au niveau si on rentre un peu dans le détail de la cérémonie d'ouverture, toi, Juliane, donc tu as été figurante sur le premier tableau, oui. C'est ça, La vie en rose. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience? C'était génial. Tu l'as appris C'est incroyable.
Non, en vrai, c'est une opportunité que j'ai eue un peu à la dernière minute parce qu'il manquait des personnes pour globalement se déguiser. Ouais. Et on a passé du coup une journée un peu cloîtrée dans un endroit qui était banalisé pour que personne ne nous voie, etc. On s'est fait habiller, maquiller en rose avec des plumes, etc. Et on était avec toutes les équipes pour le coup qui sont plus les danseurs. Il y avait le Moulin Rouge qui est habillé en rose aussi. On a passé toute l'après-midi avec au milieu de tout ça, tous habillés en rose. Et après, on a été lâchés sur ce sur ce pont pour danser, respirer la joie, etc. Et c'était dingue, j'ai pleuré. Oui, parce qu'il y avait une émulsion. Déjà, nous, on attendait ça depuis quand même un petit moment. Il y avait beaucoup de pression, il y avait plein de choses. Et c'était une expérience de dingue. Et ouais, non, franchement, c'était incroyable. Je sais pas. Trop bien. C'était trop bien. Toi, Marie-Solène, t'étais un peu en coulisses. Oui. Si je peux me permettre, t'étais chargée de coordination artistique sur le tableau de la passerelle de Billy. En quoi ça consistait, tes missions le jour J? Alors, en fait, je suis venue en support des équipes qui sont justement sur la coordination artistique avec Cécile Lassalle-Guyenne qui, elle, s'occupe de ça. Et donc, moi, je suis venue en renfort. Donc, c'était pas mon équipe, mais je suis vraiment venue, pareil, le jour J sur donc les coulisses. C'était, en fait, il y avait des péniches qui étaient privatisées pour servir de les vestiaires pour accueillir voilà tous les artistes qui allaient être sur les différents ponts. Donc moi j'étais sur une péniche avec tous les danseurs de la passerelle de Billy et donc pour voilà s'occuper des arrivées, s'occuper de les aider à se costumer, les aider à se maquiller. Voilà, il y avait je sais plus, je pense une quarantaine, une cinquantaine de personnes. Mais donc voilà, fallait accompagner les artistes et il y avait quand même un stress énorme sur voilà la pluie qui arrivait, enfin qui était là hein, de toute façon et donc voilà, mais fait, ce qui était fou, c'est qu'il y avait quand même, on sentait une excitation. Voilà, les danseurs sont vraiment passés outre cette partie, mais c'était hyper frustrant de l'extérieur de les voir sur des costumes qui sont faits sur mesure. Il y a un milliard de détails sur ces costumes. Ils passent des heures à se maquiller, à se coiffer, etc. Et on savait qu'ils allaient devoir sortir de la péniche, marcher 10 minutes, et dans ces 10 minutes, ils pouvaient tellement que tout allait être trempé, quoi. Oui. Mais finalement, les danseurs et les artistes sont vraiment se sont focus sur leur performance et on était plus stressés nous pour eux que eux réellement. Mais c'était une ambiance incroyable à voir de l'intérieur, enfin de ce point de vue-là aussi. Question un peu générale, mais d'après vous, qu'est-ce que cette cérémonie va laisser derrière elle dans tous les aspects qu'on a pu traiter d'inclusion? On dit que cette cérémonie a beaucoup casser des codes. D'après vous, comment ça va s'exprimer? Quel héritage elle va laisser? C'est une vaste question. Non, mais je pense qu'elle va déjà laisser l'héritage de l'aspect artistique et la joie. Enfin, je pense que c'est au-delà du symbole, enfin de tous les symboles, parce que je pense que j'aurais pas la prétention d'aller analyser ce qui a été fait, etc. Enfin, c'est pas du tout, je pense, mon rôle, mais l'ambiance qu'on a tous ressentie, ce que ça a créé comme ferveur pour tous les Français, la fierté d'avoir été Français ce jour-là, je pense que c'est un vrai truc que tout le monde a ressenti. Et c'était pas du sport à proprement parler, mais ça a créé la même ferveur que des stades de foot. Et je pense que c'est surtout ça la performance qu'ils ont réalisée ce jour-là, qu'ils ont créé donc un immense stade, mais qui a totalement dépassé la scène, qui était, je pense, mondiale. Et je pense que oui, l'héritage qu'ils vont laisser, que ça va laisser, c'est cette énergie-là et cette envie de tous se réunir et l'être ensemble, je pense. Ouais, et je dirais la liberté d'expression artistique, parce que normalement c'est des cérémonies qui sont assez lisses, parce qu'on veut pas que ce soit trop politique, on veut que ça plaise à tout le monde, mais finalement ça plaît à tout le monde, mais ça reste trop lisse. Alors que là il y avait des vrais partis pris créatifs et en même temps l'envie de représenter un peu tous les arts. Enfin, rien que sur la passerelle de Billy, il y avait je sais plus combien de danses différentes qui étaient représentées. On a voulu représenter aussi l'artisanat avec les différents métiers, l'histoire de Paris, l'utilisation d'un maximum de sites pour raconter Paris et voilà, et l'envie de représenter vraiment un peu tout le monde et de prendre cette liberté de se dire, de sortir un peu
du code traditionnel de la cérémonie pour en faire quelque chose vraiment avec la patte parisienne, enfin de Paris 2024 et je pense qu'elle dénotera vraiment par rapport à toutes les autres parce qu'elle a vraiment cette identité qui lui est propre de par le lieu mais aussi par l'histoire que ça racontait et de tout ce qu'on a vu parce que c'était super chargé de plein de tableaux différents, de plein de symboles et c'était hyper riche quoi. Et je pense que aussi on parle beaucoup du coup de la cérémonie d'ouverture, mais il y en a quand même eu 4. Oui. Et les 4 ont eu des symboles différents, des messages différents, et elles ont toutes, je trouve, été spectaculaires et elles ont toutes réalisé ce truc un peu fou d'emporter tous les gens et de créer une énergie commune, enfin une sorte de ferveur. Et j'ai l'impression, mais c'est peut-être que moi, parce que je me suis plus attentive à ça depuis, mais... je suis peut-être pas très objective, mais on a vu des événements sportifs là récemment. Il y a eu Roland-Garros, il y a eu le PSG, tout ça. On a aussi célébré le sport différemment. À Roland, il y a eu une cérémonie d'ouverture quand il y a eu les remises de coupes, etc. Ils ont fait des danses, des machins. Donc je pense qu'il y a aussi cette volonté de fêter le sport. Qu'il y avait peut-être pas avant, parce que je pense qu'on avait perdu aussi ce goût même si on a peut-être tous un peu le goût du sport, mais en tout cas pas en français. Enfin, je sais pas comment dire, mais je pense que ça a fait revivre ça. Mais même à Roland-Garros, maintenant ils mettaient de la musique entre les différents points. Alors, normalement, c'est très calme, mais en fait, il y avait eu ça pendant les jeux et voilà, il y a eu une envie de rendre aussi, oui, le sport plus festif. Enfin, c'est ce que tu dis, mais j'ai l'impression qu'il y a des petits héritages de comment on peut garder ce qui a un peu marché, enfin ce qui a bien marché sur les jeux. Et sur le sujet de l'inclusion aussi, à Roland, il y a eu pour la première année des ramasseurs de balles. En fauteuil roulant. Et ça, je trouve que c'est un héritage factuel des jeux. Ils l'ont même dit d'ailleurs, les commentateurs, que c'était on va dire en ricochet à Paris 2024. Et donc, je pense que c'est un beau symbole de ce que ça a laissé aussi. Complètement d'accord. Toi, Marie-Solène, le tableau sur lequel tu étais staffée, il a été suivi de quelques polémiques. Qu'est-ce que tu en as pensé? Comment vous l'avez vécu en interne, à titre personnel ou en équipe? Est-ce que vous étiez tellement dans l'euphorie de la folie de l'événement que... Non, ça a beaucoup impacté les équipes qui ont travaillé dessus. Mais après, là, à titre personnel, moi, j'ai pas trop compris la polémique de ce tableau-là. Enfin, c'est une expression artistique, donc ça reste de l'art. Enfin, il y avait justement l'envie de pouvoir représenter un maximum de personnes. Donc je vois pas pourquoi on juge une démarche artistique. Donc j'ai pas trop compris la polémique qu'il y avait autour de ça. Après et voilà. Après moi j'ai été moins impactée parce que j'avais pas travaillé dessus pendant 4 ans. Mais c'est sûr que ça a impacté les équipes en interne. Voilà, de se dire que ça avait pu décevoir sur cette partie et ils comprenaient pas forcément aussi parce qu'ils l'ont fait dans une volonté plus de joie, d'art et d'envie de représenter un maximum de personnes. Donc c'est des symboles qui ont été interprétés d'une autre façon de la vraie volonté artistique qu'il y avait derrière. Donc oui, mais bon. Et est-ce que toi, j'imagine que le jour J, tu étais concentré sur ton tableau. Est-ce que tu as revu certains passages de la cérémonie dans son sens global? Est-ce qu'il y a des passages qui t'ont particulièrement ému, touché? Oui, là. Céline Dion. Oui, Céline Dion, ça c'est sûr que en plus, je savais pas du tout parce qu'ils ont réussi quand même. Même vous étiez dans le secret. C'est pour dire à quel point même en interne, il y avait vraiment une équipe dédiée aux cérémonies et qui travaillait dans d'autres espaces que le bureau du comité olympique. Ils avaient d'autres bureaux. En tout cas sur les 6 derniers mois, pour garder un maximum de surprises et en fait ça a hyper bien marché puisque franchement jusqu'au dernier moment j'étais pas hyper sûre qu'il y ait Céline Dion, les quelques jours avant c'est quand même sorti, mais surtout je ne savais pas d'où elle allait apparaître et en plus de la passerelle de billets on voit quand même très bien la Tour Eiffel et quand on a compris avec mes coéquipiers autour qu'elle était là sur la Tour Eiffel, oui forcément oui, j'ai pleuré à ce moment-là. Mais en fait, j'ai pas pleuré tellement avant parce que on était trop concentrés, etc. Et oui, ce moment-là, c'était trop beau.
Justement, on va se servir un peu donc de tout ce qu'on s'est dit pour réfléchir un peu sur le terrain du sport, qui vous est peut-être moins propre au sens, dans le sens où vous êtes vraiment dans l'organisation de ces jeux, mais comment ce grand moment d'inclusion visuelle qui a été visible de manière diverse, comment il peut se refléter sur le terrain du sport d'après vous? Comment justement Roland-Garros, c'est un moyen de montrer que le sport peut être ouvert à tous par l'inclusion de personnes en fauteuil, mais comment concrètement demain pouvoir mettre une personne en situation de handicap et une personne valide sur le même pied d'égalité? Vaste question aussi. Oui. Je pense que une des choses sur lesquelles Paris 2024 a travaillé, c'est plutôt la partie éducative, parce que je pense que c'est aussi un message qu'il faut faire passer tôt, que les enfants peuvent comprendre beaucoup plus facilement que les adultes. Et c'est quelque chose que Paris 2024 a réussi, puisque on a amené la semaine olympique dans les écoles, et donc la semaine olympique et paralympique, pardon, dans les écoles. Et les enfants, justement, se sont essayés au sport paralympique, etc. Après, dire qu'on mettrait sur un pied d'égalité, je sais pas, parce qu'il y a même des disciplines qui sont différentes, donc je sais pas si c'est l'axe qu'il faut prendre, mais en tout cas, pas que ce soit un problème, pas que ce soit vu comme une différence, une faiblesse. Je pense que c'est ça l'important, et je pense que là où on peut réussir ça, c'est plutôt par le biais des enfants qui vont après devenir des adultes et qui auront grandi avec cette idée. Et je pense que notamment Paris 2024, par le biais de et les cérémonies et tout ce qu'on a fait à l'image, même la partie artistique, les mascottes. Un enfant, il aime autant la mascotte paralympique que la mascotte olympique, parce que pour lui, c'est pas un problème. Qui peut être peut-être plus problématique pour des adultes. Et donc, je pense que tout ça va contribuer, mais je pense que c'est un truc qui se fait aussi sur le long terme, où on va moins scinder la population pour être plus inclusif, du coup. Ouais, et puis je pense que ce qui a servi, ce qui a aussi aidé à plus d'inclusion, enfin, c'est en tout cas le succès des Jeux Olympiques qui ont débuté sur le mois de juillet a fait en sorte que, en fait, ça a aussi donné envie à plein de personnes d'aller voir les Jeux Paralympiques qui a souvent moins de succès, enfin, de toute façon, a moins de succès en tout cas de gens qui achètent leurs billets. Là, il y a eu un énorme succès sur la partie paralympique parce que voilà, ça a surfé sur le succès olympique, et aussi sur il y avait plein de sites qui étaient qu'on a réutilisés pour les sports paralympiques, où au départ enfin, je pensais notamment à la Tour Eiffel, où il y avait le Cécifoot, où par exemple, en fait, les gens ont pris leur billet plus pour aller voir le site qui était assez grandiose, en se disant bon, le Cécifoot, on sait pas trop, mais on va voir. Et en fait, ils se sont surpris à découvrir ce sport, et il y avait une ambiance incroyable au Cécifoot, alors que je pense qu'il y avait beaucoup moins de gens qui connaissaient ce sport avant. Mais donc en fait, on a créé les images étaient sublimes aussi du Cécifoot. Donc il y a eu une super communication aussi sur tous les sports paralympiques qui ont donné plus de visibilité sur ces sports-là, et aussi sur la visibilité des athlètes où pareil, je pense qu'il y a une super communication aussi sur les athlètes paralympiques qui sont maintenant mieux connus des générations plus jeunes. On a eu aussi plein de médailles françaises, et donc je pense c'est devenu un peu des ambassadeurs qui tout au long, pas que pendant les Jeux, aussi pendant toute l'année avant, il y a eu plein de moments de rencontres, et donc qui ont permis voilà, d'en créer des ambassadeurs par sport, et qui va ensuite donner envie à plein des jeunes générations sur ces sports-là. Oui. C'est hyper intéressant parce que depuis le début de notre échange, ce que je comprends, c'est que vraiment, enfin, vous qui avez été au cœur de la marque Paris 2024, tout a été pensé pour que les images et les symboles, que ce soit les friges, l'affiche, les cérémonies, tout soit pensé pour l'inclusion, justement, pour la diversité, pour montrer une certaine image du monde. D'après vous, qu'est-ce que vous, à titre personnel, ça vous a appris justement, même dans vos métiers actuels, sur le pouvoir des images et des symboles qui servent vraiment à faire passer des messages et qui peuvent être hyper efficaces, quoi. Oui. Nous déjà, en fait,
ce qui est pas forcément quelque chose que j'ai compris en tout cas en arrivant chez Paris 2024, mais je pensais que c'était deux événements différents et qu'on allait les travailler séparément. Et en fait, ce qu'on a appris et ce qui était le mode de fonctionnement du comité olympique, et paralympique, pardon, c'est c'est un seul et même sujet. On a tout travaillé en commun. C'était pas, il n'y avait pas des réunions olympiques et après des réunions paralympiques. C'était vraiment, en fait, on pensait un sujet et on mixait tout. Il n'y avait pas de, c'était un seul et même sujet. Et même quand on en parlait avec les licenciés, les partenaires, c'était de leur dire, en fait, tout ce que vous allez investir ou proposer pour l'Olympique, nous, on veut exactement la même chose pour les Jeux paralympiques, et donc de véhiculer ce message, en fait, tout le monde a suivi, et c'était trop bien de savoir que les friges ont autant fonctionné en olympique qu'en paralympique, et donc de pas d'apprendre à pas différencier les deux mondes, mais de le penser d'une seule et même façon. Et c'est je dirais que c'est quelque chose en tout cas qui a été vraiment poussé chez Paris 2024. Et pour parler du coup plus du langage visuel entre guillemets, parce que du coup moi c'était pas mon domaine. Enfin, je sortais d'école quand je suis arrivée chez Paris 2024 et j'ai pas fait de design avant. J'étais dans une école de commerce, donc on va dire que j'ai appris beaucoup sur le design là-dedans, et j'ai à titre personnel constaté la puissance du langage visuel, des couleurs, de tout ce qu'on peut faire passer dans autre chose que les mots, parce qu'en fait il y a un truc que tout le monde a plus ou moins dit, c'est que Paris était beaucoup plus joyeux, et je pense que le choix des couleurs, les formes qui ont été utilisées ont participé à ce sentiment-là. Et je pense que le fait de pas le scinder et de tout penser ensemble, et donc d'avoir la même palette colorielle pour l'olympique que pour les Jeux olympiques que pour les Jeux paralympiques, ça a donné le même message à tout le monde pendant le mois entier. Et oui, je me suis rendu compte que on pouvait dire beaucoup de choses par le dessin, parce que par exemple l'affiche officielle dit énormément de choses, il y a plein de messages là-dedans, et je pense que tout le monde aura une lecture différente de l'affiche, tout le monde aura remarqué quelque chose de différent, alors qu'il n'y a rien d'écrit. Et je pense que c'est un des trucs que j'ai appris à travers les symboles de Paris 2024. Quelle relation vous aviez avec le CIO, justement, vous en tant qu'association Paris 2024 ? On était quand même loin dans la hiérarchie des gens en lien, voilà. On a du coup été en lien plus avec les équipes de la marque du CIO, et sur les sujets d'inclusion, ils étaient, on va dire, favorables in fine à ce qu'on leur a proposé, mais il a fallu les en convaincre. Oui, complètement. En fait, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que le CIO et l'IPC, moi c'est ce qu'on m'a dit quand je suis arrivée, c'est un peu comme Coca et Pepsi, c'est-à-dire qu'ils vendent le même produit, mais en fait ils sont pas du tout copains. Et donc en fait nous on était au milieu, et l'idée c'était comme on avait vraiment la volonté de travailler ces sujets en commun, mais normalement il y a une équipe de la marque au CIO comme il y a une équipe de la marque à l'IPC, et donc chacun veut travailler sa mascotte. Mais nous on est arrivé en se disant nous on veut une mascotte commune, on veut un emblème commun, on veut une affiche officielle commune, et donc on les a même regroupés pour faire des présentations communes, mais ça c'était totalement nouveau, et il a vraiment fallu les convaincre, batailler. Donc ça, comme disait Julien, il y a plein d'échelons avant nous qui ont bataillé pour ce discours-là, mais ça c'est une des plus grosses victoires de Paris 2024, c'est d'avoir réussi à faire, en tout cas regrouper au maximum 7 événements des Jeux, et en faire un peu un seul événement. Et c'est vrai que le grand public se demande toujours, mais pourquoi on regroupe pas ? Pourquoi c'est les Jeux Olympiques avant les Paralympiques ? Voilà, il y a plein de questions qui sont super intéressantes à découvrir en interne, mais voilà, je pense que ça j'espère que pour les Jeux d'après, il y aura cette volonté de rassembler en tout cas les deux événements qui n'ont pas lieu d'être aussi différents, budgétairement parlant, par leur identité. Mais donc tout ça, c'est beaucoup de discussions politiques. Enfin, c'est beaucoup de temps en amont,
Mais voilà, en tout cas, là, nous, on a essayé de se rapprocher au maximum. On a fait le max, mais peut-être que dans 10 ans, ce sera un seul événement et ce sera trop bien. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler justement pour Paris 2024 ? Alors moi, vous allez comprendre pourquoi on rigole. Non, en gros, j'étais en Amérique du Sud quand j'ai décidé de postuler pour Paris 2024. Je peux même vous raconter l'anecdote. J'étais en Patagonie et j'étais face à la montagne et j'ai eu une révélation. Je me suis dit qu'en fait j'avais vraiment envie de travailler dans le sport et que Paris 2024 arrivait, donc c'était plutôt une évidence. Et du coup j'ai postulé, j'ai passé plusieurs entretiens et je suis arrivée face à Marie-Solène qui a donc été ma manageuse de stage en tant que chef de projet mascotte. Et donc c'est comme ça que je suis rentrée là-dedans. Et ton parcours et avant ? le parcours sportif, le parcours avant, du coup j'étais en école de commerce. Ouais. Et sportif, on va mettre les trucs un peu anecdotiques. J'ai été deuxième régionale de ma catégorie en trampoline en compétition. Et après, sinon, j'ai fait du tennis et récemment un peu de trail, mais très peu quand même. Mais c'était assez intense, donc j'aime bien le préciser. Voilà. Et toi, Marie-Solène ? Pareil, un parcours école de commerce. Et avant, j'étais en agence de design. Et donc, pareil, sur des sujets d'identité de marque. Et quand on m'a proposé de rejoindre les équipes de Paris 2024, à ce moment-là, j'avais pas spécialement envie de bouger de là où j'étais. Mais en fait, quand j'ai commencé à échanger avec la directrice de la marque, je me suis dit que le projet avait l'air dingue et que c'était génial et que c'était une aventure humaine incroyable. Donc, en fait, je me suis pas posé de questions très longtemps. J'ai rejoint l'équipe rapidement et après, non, sur le parcours, en fait, j'avais pas du tout de culture olympique ou paralympique et je me suis dit que ça allait jamais passer. Et en fait, c'était pas du tout autour de ça les sujets d'entretien. C'était plus voilà sur l'expertise de la marque, etc. Mais on n'était pas obligé d'avoir une culture de l'olympique avant. Bien sûr, il fallait aimer toutes les valeurs autour du sport et oui, après. Je fais des marathons, j'aime beaucoup. Oui, tu peux le dire. On a fait les plusieurs. valeurs du sport, mais voilà, j'étais pas je suis pas non plus, voilà, j'ai pas un profil sportif très. Le marathon, c'est pas mal quand même. Oui, mais c'est un peu atypique. Combien on peut dire le nom, vas-y, c'est le moment. Non, mais je fais pas de sport régulièrement, mais bon, bref. Mais oui, j'ai fait des marathons, mais sans courir tout le temps. Voilà. Mais en tout cas, c'était pas mandatory d'être super sportif pour rejoindre Paris 2024. Et on a tellement aimé travailler autour du sport ensemble qu'on a fini par faire un snow trail ensemble cet hiver. Exactement. Donc non, ça a créé quelque chose quand même. Oui. Un bel héritage. Et maintenant, la parole de l'expert. Bonjour Vincent Lassalle, merci d'être avec nous. Donc on vient d'accueillir Juliane Philibert et Marie-Solène Ferté, qui étaient toutes les deux chargées de mission au sein de Paris 2024. Et on vous accueille, vous, en tant qu'expert pour cette émission sur l'inclusion, pour cet épisode Les Jeux dans leurs yeux. Alors vous avez été membre du comité, membre du comité directeur de la Fédération française de handisport et président de l'association sportive Handi Jeunes de Paris. Est-ce que vous pouvez vous présenter plus en détail, revenir sur votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené à occuper ces fonctions ? J'ai une autre casquette qui est président du comité départemental handisport. D'accord. Voilà. Et donc, professeur de tennis, éducateur spécialisé. Et donc, j'ai mélangé le sport et le handicap. Et donc, après, je me suis spécialisé dans mon parcours pour devenir après responsable du sport dans mon établissement. Et puis, je suis rentré à la Fédération française handisport, au comité départemental. Et puis, dernièrement, là, j'ai créé un club dans le cadre du programme para-accueillant, dont on pourra parler. Le programme para-accueillant sont des clubs valides qui ouvrent des sections pour les personnes en situation de handicap, qui a été mis en place au moment des Jeux olympiques et paralympiques, et qui maintenant est poursuivi sur le plan. Voilà, ça continue. Donc, c'est la première année que ça existe ? Ça va être donc la 4e année. D'accord, oui. Voilà, c'est la DGOP, la délégation des Jeux olympiques et paralympiques, qui l'a mise en place, avec le CPSF, que est le comité paralympique. Et donc, voilà, et maintenant, ça continue. Et mon club est un club para-accueillant. Et vous, justement, quelle relation vous avez avec le CPSF, qui est dirigé par Marie-Amélie Le Fur ?
Vous êtes labellisé Le CPSF, c'est lui qui sélectionne l'ensemble des athlètes parasport dans le cadre de l'handisport et de handicap moteur et sensoriel. Donc le CPSF est une instance qui est au-dessus, je dirais, de la Fédération française handisport. Comme d'autres sports qui ont la délégation, comme le tennis, comme le tir à l'arc. Voilà, ce sont les sports qui ne sont pas au sein de la Fédération française handisport. C'est un peu compliqué, mais le CPSF, voilà, il gère, et c'est eux qui avaient quand même toutes les relations avec l'État. C'est pour ça que Marie-Amélie Le Fur était voilà, très, très, très en avant sur ces Jeux paralympiques. C'est le pendant du CNOSF. Oui. Marie-Amélie Le Fur, qui d'ailleurs, jusqu'à cette année, était licenciée de la Fédération française handisport. D'accord. Donc, entre votre fonction nationale à la fédération et votre rôle de terrain à l'ASHJP, où est-ce que vous percevez aujourd'hui le plus d'impact dans vos missions? Est-ce que c'est deux choses qui n'ont rien à voir, ou est-ce que vous remarquez certains liens entre ces différentes fonctions? La Fédération française handisport, on a un souci, c'est que l'ANS, l'Agence nationale du sport, c'est elle qui donne l'argent, et elle donne l'argent pour le haut niveau. Et elle donne très peu d'argent pour ce qu'on appelle le développement. Et moi, le développement, c'est au cœur de mes préoccupations, c'est au cœur de mes envies. Et donc, c'est vrai que je suis un peu écartelé, puisqu'au niveau de mon club, moi, c'est vraiment... j'accueille vraiment des personnes qui viennent pratiquer en loisir, avec des très lourds handicaps, et qu'au niveau de la Fédé, on parle très, très souvent du haut niveau. Voilà, le haut niveau prime surtout, malheureusement. D'accord. Donc, on a ce que je vous disais en introduction, mais cette émission traite en première partie de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et également celle de la cérémonie d'ouverture des Jeux Para. Est-ce que vous trouvez que ces deux cérémonies ont reflété des valeurs d'inclusion et est-ce que vous vous en souvenez déjà? Est-ce que vous gardez un bon souvenir de ces cérémonies et où est-ce que l'inclusion a été la plus présente d'après vous? Ce qu'on a vu, c'est des athlètes, dont Marie-Amélie qui était sur le dernier relais, donc je parle des Jeux Olympiques, donc oui, effectivement, des personnes en situation de handicap étaient très très présentes, donc ça c'est un fait. Et puis au niveau des Jeux paralympiques, j'ai eu le bonheur d'allumer sur l'hôtel de ville la dernière vasque, et donc voilà, donc, le dernier chaudron, et donc c'était des moments où là, il y avait plein de personnes en situation de handicap, mental et moteur, donc oui, l'handicap était très, très représenté. Et est-ce que c'est une révolution pour vous ou dans l'histoire des Jeux Para C'est pas, je dirais pas c'est une révolution, c'est une évolution, parce que même si maintenant on s'aperçoit que la marée s'est très vite retirée, puisqu'il y a certaines épreuves très importantes en e-sport qui ne sont plus du tout à la télé, alors qu'elles y étaient juste avant. Donc il y a quand même eu une formidable mise en avant des personnes en situation de handicap, ça c'est vrai. Alors justement, je me permets de creuser sur ce que vous venez de dire, mais est-ce que il y a une médiatisation un peu forcée de la part des diffuseurs, et j'imagine France TV, pour montrer du sport, du parasport? C'est un courant, je pense, national. Je pense que au sujet de l'inclusion, beaucoup de personnes ont pris conscience que la personne en situation de handicap, ça existe, qu'elles peuvent pratiquer le sport. Mais maintenant, chacun est retourné un peu, ce que j'appellerais dans ses petites, voilà, dans sa vie quotidienne, où le handicap, on le regarde, mais d'un peu plus loin. Et voilà, donc je pense que moi, au niveau de ce que je vois, de mon écosystème, il commence à quand même y avoir un écart. Comme j'ai dit, le soufflet retombe. Et donc, que faire pour vous au niveau national pour avoir un vrai plan sur le handicap dans le sport? Je crois qu'il y a une chose qui a été oubliée, et je l'ai dit à mes camarades qui intervenaient sur les plateaux télévisés, c'est que pour qu'une personne en situation de handicap fasse du sport, il faut déjà trouver un club, donc des dirigeants. Il faut trouver beaucoup de bénévoles. Moi, ce soir, à la piscine, je suis président d'un club, j'ai 6 personnes vraiment lourdement handicapées, il me faut 6 bénévoles. Et ce soir, je n'ai pas de bénévoles parce c'était des scolaires, enfin, des étudiants qui ont fini leur cursus, leurs études. Et donc, je me retrouve ce soir, pas piscine. Parce que, voilà. Et donc, on aurait dû mettre un peu plus le focus là-dessus, sur le fait que pour qu'une personne en situation de handicap fasse du sport, c'est compliqué. C'est
C'est compliqué chez les valides déjà, mais c'est encore plus compliqué chez les personnes en situation de handicap. Et plus on va dans le handicap, plus on veut inclure des personnes lourdement handicapées, plus il va falloir cet encadrement. Et donc pour vous, on échoue pour l'instant dans la sensibilisation du public à ces problématiques. On n'arrive pas à recruter justement des bénévoles, des encadrants, des... Oui, parce que chacun après a sa vie, quoi. C'est bien, là. Oui, une personne en situation de handicap, c'est bien. Mais après, est-ce que je vais consacrer ma vie à faire du bénévolat, etc. Donc, on a des gens qui sont bénévoles sur 1 an, 2 ans. Et puis après, bon, ils se disent, voilà, moi, j'ai aussi ma vie. Et donc, on laisse. Et puis, donc, on se retrouve sans personne pour donner un coup de main pour l'encadrement. Alors, justement, j'ai une question au niveau de votre club. Tout d'abord, est-ce que vous avez remarqué, vous en parliez sur la médiatisation, mais est-ce qu'il y a une amélioration de la visibilité du handisport grâce à ces jeux, si on revient au focus Jeux Para de Paris 2024? Et est-ce que ça s'est ressenti également dans votre club? Ou est-ce qu'il y a une hausse des licenciés? Est-ce que vous voyez beaucoup plus de personnes en situation de handicap qui veulent faire du sport aujourd'hui? C'est très compliqué pour une personne en situation de handicap de pratiquer. Parce que souvent, sur Paris, par exemple, nous avons 3 clubs de natation. Donc imaginez, pour venir, si on habite dans le 20e, pour venir dans le 15e, c'est quasiment mission impossible. Donc c'est vrai que le désir de faire du sport existe. Si on peut revenir après sur les clubs para-accueillants qui justement sont faits pour créer des clubs à proximité de l'endroit où habite la personne. Donc, mais il y a eu cette envie. C'est vrai qu'il y a plus de personnes qui ont envie de faire du sport, ça c'est sûr. Moi, dans mon club, je refuse actuellement du monde parce que je n'ai pas suffisamment d'encadrants. Mais tous les clubs ne sont pas comme ça. Il n'y a pas une augmentation aussi importante qu'on pensait de personnes qui veulent pratiquer le sport et qui sont en situation de handicap. D'accord, ok. Et vous, en termes quels sont d'après vous les sports justement les plus en vogue pour les personnes en situation de handicap? Quels sont les sports qui ont pu un peu surfer sur cette vague Paris 2024? Les sports qui sont plus faciles d'accès. Vous avez par exemple un sport qui s'appelle le shodan. Le shodan, c'est du tennis de table pour non-voyants. Donc ils jouent sur une table. Enfin, c'est un sport qui marche vraiment bien. Et comme il y a une unité de lieu, une unité d'action, ça permet, donc là, on a un grand nombre de licenciés. La boccia, on a une française. Donc là aussi, pourquoi? Parce que la boccia, ça se passe dans des institutions où il y a des personnes qui sont déjà lourdement handicapées, et donc c'est un peu plus facile à mettre en place. Mais des sports comme la natation, comme l'athlétisme, d'autres sports, là, c'est beaucoup plus compliqué, et donc la demande est moins grande pour ces sports-là. D'accord. L'accessibilité des infrastructures reste un combat central. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Vous en parliez justement de la difficulté lorsqu'on habite à un point A d'aller faire du sport à un point B. Est-ce que la France a un retard considérable et est-ce que Paris est, je ne sais pas, plutôt accessible par rapport aux autres villes en France? Quelle est la situation actuelle? La critique habituelle, c'est que c'est pas assez accessible. Mais à Paris, il y a quand même un gros effort qui a été fait. Enfin, moi, je suis partisan quand même, un défenseur de ce qui est mis en place par la ville de Paris. Je pourrais citer des exemples au niveau des jeunes, voilà, il y a des choses. Après, même les piscines sont accessibles. Après, c'est plutôt un problème de créneau. D'accord. Moi, pour agrandir mon club, il me faut un créneau de plus. J'ai 2 lignes d'eau tous les mardis soirs. Il me faudrait une ligne d'eau de plus. Sauf que dans cette ligne d'eau, il y a des jeunes, avec un club très, très, très important de Paris. Et est-ce qu'on va dire à ces jeunes, ben non, vous ne pouvez plus en profiter pour que les personnes en situation de handicap puissent aller. Et donc, sur Paris, c'est la mairie centrale donne des préconisations et ce sont les mairies d'arrondissement qui décident de l'attribution des créneaux. D'accord. Et là, au niveau des créneaux, ça heurte. Mais et moi, je ne me sens pas de dire les personnes en situation de handicap sont prioritaires. Qui je suis, moi, pour dire ça? Ce que je souhaiterais, c'est que les personnes valides ou les présidents de club valides disent ça serait bien qu'on leur laisse de la place. Parce qu'il y a des problèmes d'espérance de vie, il y a des problèmes d'accident, il y a des problèmes. Et que nous, nos enfants qui ont 12, 13 ans, vous avez sûrement fait du sport, vous étiez content d'avoir vos créneaux. Et puis vos parents, ils étaient là en disant peut-être à un moment donné, oui, vu tout ce que je pourrais faire plus tard, je vais peut-être laisser la place. Donc c'est ça, à mon avis, qu'on a raté. Conscientiser tout le monde. Faire une place aux personnes qui en ont moins, malheureusement.
Et quels sont, d'après vous, aujourd'hui, donc on en parlait avec l'accessibilité, les autres freins pour une pratique du sport plus inclusive en France? Vous en parliez tout à l'heure, mais au niveau étatique, est-ce qu'il y a des directions à prendre dans les politiques publiques du sport? Est-ce que le ministère fait suffisamment? Est-ce que pour vous, qu'est-ce qui reste à faire? Quels sont les freins à lever? Moi, alors ça a été au niveau de la Fédé, d'ailleurs, ils en avaient marre de m'entendre parler de ça, mais pour moi, c'est vraiment un club, c'est un dirigeant. Moi, j'ai 72 ans et je suis encore ce soir, je vais prendre le scooter, je vais aller dans mon club, je vais être dans l'eau avec un jeune, et parce que il est où le relais? Et que c'est très très difficile de trouver des dirigeants qui vont s'impliquer. Et donc c'est là qu'il y a un manque. Et donc c'est surtout ça. C'est le champion de très haut niveau, il a besoin d'une cellule autour de lui. Psychologue, préparateur physique, quelqu'un qui s'occupe de ses métiers, quelqu'un qui l'entraîne, enfin, tout ça. La personne en situation de handicap, lourdement handicapée, très lourdement handicapée, elle a besoin de la même chose. Elle a besoin de quelqu'un pour le déshabiller et puis pour le rhabiller. Elle a besoin de quelqu'un dans l'eau. Elle a quelqu'un de 2 personnes pour le mettre dans l'eau. Donc, et vous voyez, donc, je parle d'une personne. Moi, j'ai un jeune là qui a 30 ans, qui est très lourdement handicapé. Ce soir, il faut une cellule. Il faut être 3 ou 4 pour lui. Ça demande plus de moyens humains. Ouais. Des moyens humains. Ouais. Et donc, moi, mon club, j'ai pas un problème d'argent. L'argent, on le trouve. Mais les moyens humains et les créneaux, c'est un peu plus difficile. Alors là, moi, c'est vraiment parisien mon discours, parce que je pense qu'en province, l'éclairage sur les clubs est peut-être un petit peu différent. Voilà, l'accessibilité des installations est peut-être plus facile que dans une grande ville comme Paris. Oui, d'accord. Est-ce qu'il y a un sportif en situation de handicap qui vous inspire, vous, au quotidien? Est-ce que vous avez une source d'inspiration, peut-être dans la natation ou dans... Alors là aussi, moi, je suis un petit peu à côté du discours habituel. C'est que je pense que les grands qu'on connaît, les Jérémias, les Myriam Le Fur, les Riyad Salem, ils attirent tout sur eux. C'est-à-dire que quand ils arrivent quelque part, tout le monde se tait. C'est la statue du commandeur. Moi, l'image que j'ai, c'est pas celle-là. Moi, c'est le Stéphane dans mon club qui est paraplégique, qui est prof aux Beaux-Arts. Et pour moi, c'est lui qu'on devrait mettre en avant. Et je pense que les grands, ce que j'appelle les grands, que je viens de citer, ils parlent de l'inclusion, mais leur discours est tellement prégnant, etc., que je ne sais pas s'ils rendent vraiment service au mouvement ou pas. Mais là, c'est un discours très, très personnel, voilà, qui m'a valu beaucoup d'inimitié, mais ça, c'est pas grave. Voilà. Moi, ce que je connais du handicap, c'est plutôt des gens de terrain qui sont vraiment, qu'il faudrait mettre. C'est pour ça qu'Aurélie, la joueuse de boccia, a eu tellement de succès, parce qu'elle, brusquement, on voyait cette personne qui était dans un centre à Richebourg. Moi, j'ai connu tout ça, et brusquement, on s'est aperçu que, mais elle a parlé différemment. Et c'est pas anodin, c'est après elle s'est retrouvée pour allumer la flamme ou des choses comme ça. Vous trouvez que les stars du parasport prennent un peu toute la lumière et que derrière, d'autres stars au quotidien existent, quoi. Moi, j'ai connu des stars qui connaissaient pas du tout le terrain. Ah oui, à ce point, oui. Ils connaissent le sport, ils connaissent les ministres, ils ont parlé à la Chambre des députés, ils parlent au Sénat. Ils sont partout, ils sont incontournables. Mais la proximité du terrain, pour moi, ils connaissent pas vraiment le terrain, ils connaissent pas ce que moi je vis dans mon club pour développer. Par contre, ils connaissent le très haut niveau, ça oui. Donc, mais ça, encore une fois, moi, c'est mon avis. Oui. Ce n'est que mon avis. Comment, d'après vous, est-ce qu'on peut favoriser concrètement plus de mixité, donc handi-valide, avec des établissements para-accueillants comme vous nous en parliez, dans les pratiques sportives, et ce, dès le plus jeune âge? Est-ce que, d'après vous, je ne sais pas, est-ce qu'on fait suffisamment au niveau de l'éducation nationale pour que, dès le plus jeune âge, les enfants soient sensibilisés à cette mixité dans la pratique sportive? Est-ce que pour vous, on pourrait donner des cours de sport jumelés entre personnes valides et personnes invalides? Le souci, c'est que moi, j'ai longtemps voulu travailler avec l'éducation nationale, mais sauf que vous avez une personne en situation de handicap dans un collège une fois de temps en temps. Donc c'est très difficile, parce que c'est pour une personne, qu'est-ce qu'on va mettre en place?
Vous avez prononcé le mot sensibilisation. Moi, la sensibilisation, c'est-à-dire nous, on intervient et puis on vient sensibiliser. Vous avez peut-être été sensibilisé au handicap, on vous met dans un fauteuil, etc. Pour moi, ça a très vite des limites. Moi, ce que j'ai envie, c'est de toucher les personnes en situation de handicap. Pour répondre après à la question, il y a quelques sports. Il y a des clubs de basket sur Paris, des clubs de basket fauteuil qui font venir, si vous voulez prendre une licence et jouer au basket fauteuil, vous pouvez prendre une licence dans un club. Il y a des clubs de showdown aussi, vous pouvez prendre, en tant que valide, prendre une licence. Si vous voulez venir nager dans mon club, vous pouvez venir nager. Moi, j'ai des valides dans mon club. D'accord. Alors, au départ, ils voient un petit peu, voilà, il faut qu'ils franchissent le pas par rapport à l'handicap. Parce que c'est pas évident voilà. Parce qu'on a un sentiment un peu de gêne, mais après, oui. Donc, on peut faire ce chemin vers les personnes valides. Mais l'inclusion, c'est difficile. C'est difficile. On nous parle beaucoup de l'inclusion, donc faire du sport à l'extérieur des institutions. Tous les mercredis après-midi, donc moi j'ai un autre club qui s'appelle toujours dans la SAJP, mais j'ai une section jeunes, où on regroupe les jeunes dans une institution pour qu'ils puissent pratiquer le sport. Parce que pour jouer au basket, il faut être au moins 10. Pour jouer au foot, il faut être au moins 10, etc. Donc, on fait quasiment de l'inclusion à l'envers. Au sujet de l'inclusion, je vais vous raconter une petite histoire, moi, qui m'est arrivée. Donc, moi, j'ai un jeune là, qui vient à la piscine le mardi soir, qui est très, très lourdement handicapé. Il ne parle plus, il a une maladie dégénérative. Bon. Et pour qu'il soit à l'aise, il était dans un bout de ligne d'eau, j'avais mis une barre pour que personne ne vienne le gêner. Et puis un jour, sa maman vient me voir, me dit « Vincent, vous l'avez inclus dans votre club, mais vous l'excluez. Lui, il a envie que les gens viennent tourner autour de lui et viennent l'éclabousser. » Et donc, cette image, moi, maintenant, je l'ai en tête parce que, moi, je parle beaucoup de l'inclusion, je devrais me taire un petit peu parce que j'ai fait l'inverse avec ce jeune homme. Et donc, pour vous, c'est effectivement cet exemple montre un peu c'est qu'il faut les inclure à 100% et ne pas presque oublier leur handicap le temps d'un instant, que tout le monde se rende compte que tout à fait. Il peut être éclaboussé, cet enfant, effectivement, ça risque pas de nuire à sa santé. Et moi, j'étais dans une hyper protection pour son bien-être et j'étais complètement à l'envers, quoi. Et je pense que ça va m'occuper les années qui me restent à vivre, quoi. Parce que j'y pense, alors ça n'a rien à voir, c'était pas une question prévue, mais est-ce que le film, par exemple, Un petit truc en plus, montre un peu cette image dont on pourrait s'inspirer même dans le sport, où en fait les personnes en situation de handicap sont partie prenante de la société à 100%, et on ne les exclut pas en les mettant dans des cases, voilà, on les prend avec nous, et en fait on se rend compte que... Oh ouais, ce film, il est très sympa, et puis moi j'ai connu ça, même si on parle un peu d'handicap mental, voilà. Ouais. Mais si vous voulez, il faut aussi porter un regard sur la personne en situation de handicap. On regarde le handicap. Adapté. Voilà, c'est-à-dire, on dit, tiens, cette personne, elle ne peut pas faire ça. Tiens, Martine, elle est double amputée. Stéphane, il est paraplégique. Et puis après, quand on leur pose des questions, lui, il est prof aux Beaux-Arts. Lui, il fait des hautes études. Lui, voilà. Et que donc, il faut aussi s'intéresser à la personne. C'est comme ça qu'on va l'inclure, parce que la personne n'est pas uniquement... Il ne faut pas la ramener à son handicap. Et ce regard-là, c'est pas facile. Si là, il y avait quelqu'un... Si moi, j'étais paraplégique, c'est très dur de vous enlever de votre tête le handicap pour vous intéresser à la personne. L'APF, qui est l'Organisation des paralysés de France, au départ, c'était le mot handicapé, après, ça a été personne handicapée, après, maintenant, la terminologie, c'est personne en situation de handicap. C'est une personne en situation de handicap qui fait du sport par la suite. Vous voyez, donc, c'est ça qu'il faut marteler, à mon avis. C'est juste mettre l'humain au cœur. Et quand je parlais de conscientisation, c'est que tout le monde maintenant est conscient que voilà, je suis handicapé, tu as un regard sur moi, je comprends ton regard, et maintenant je vais t'aider à dépasser ce regard, mais ton regard, il est normal. Et donc c'est ça qu'il faut mettre en place. Très bien. Quelles sont pour vous les conditions? On parle beaucoup en ce moment, l'héritage des Jeux de Paris 2024, on en parlait au tout début de cette émission. Quelles sont pour vous les conditions pour que cet héritage profite réellement au club comme le vôtre, et comment au quotidien faire de ce beau mot en fait une réelle mesure pour que vraiment l'héritage soit inscrit noir sur blanc? Quand on a allumé le dernier chaudron, on est devenu ambassadeur. Donc là, la question est bien parce qu'elle parle à l'ambassadeur.
je crois qu'il faut continuer à en parler. Il faut continuer à en parler, puis il faut sans arrêt. Moi, comme si j'avais une caméra et je braque la caméra sur ça, quoi. Il faut continuer à en parler, mais pas parler de l'inclusion au sens large. Tout le monde a été touché par les Jeux paralympiques. Tout le monde, ça a été extra. Moi, mes copains qui ont participé, et même les personnes en situation de handicap qui ont regardé, c'était un moment invraisemblable. C'était un moment de bonheur incroyable. Mais maintenant, comment faire en sorte que ça continue? C'est un combat du quotidien. Et je crois que les meilleurs porte-parole, ce sont les personnes en situation de handicap. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit que les grands champions, oui, portent une parole, mais il faudrait aussi que les personnes de terrain puissent porter aussi cette parole. Et là, c'est compliqué. Comment faire en sorte que les membres de mon club, c'est-à-dire que moi, en tant que président de club, je vais peut-être prendre cet engagement-là maintenant, c'est comment faire en sorte que leur parole, elle émerge au plus haut niveau. Mais ça veut dire que c'est encore un travail supplémentaire que je vais devoir me donner. Mais c'est peut-être ça. Oui. Peut-être que, voilà. Quelle est la priorité? Si vous pouviez souffler justement une seule idée à ceux qui vont organiser les prochains Jeux para, quelle serait-elle dans la lignée un peu peut-être de ce que vous venez de nous dire, mais s'il y avait une idée pour vous à appliquer pour les prochains Jeux? C'est que on essaye. Alors, on est devenu de très très bons spectateurs, y compris les personnes en situation de handicap. La fédération aussi. Moi, on me demande de devenir membre d'un club de supporters de la Fédération française handisport. J'ai d'autres choses à faire que ça. Bon, je les applaudis, je les regarde, je les aime, etc. Donc, c'est faire en sorte que les gens y soient spectateurs et acteurs. Parce que voilà, il faut toujours avoir en tête que le parcours d'une personne en situation de handicap peut être un parcours très très court. C'est-à-dire qu'on a l'obligation de se bouger les fesses maintenant, parce qu'il n'y aura peut-être pas de demain. Et que donc voilà, donc c'est ça. Voilà. On est spectateur, mais aussi faire en sorte qu'on soit acteur. Vous nous parliez de cet allumage de la flamme et du chaudron. Pourquoi vous étiez à cette place et quel sentiment ça vous a procuré? J'étais un peu illégitime, parce que pour moi, c'était les personnes en situation de handicap qui devaient être là, mais c'était une récompense pour mon chemin de bénévole, etc. Donc je me suis retrouvé, voilà. J'étais là, le président du département handisport, il y avait aussi la présidente, Pascal Galasso, présidente du département sport adapté. Donc voilà, mais j'ai été récompensé, et je dois dire que j'ai été très très heureux d'être là. Parce qu'il y a le décorum, il y a une tenue blanche, enfin il y a tout un truc, et puis voilà, puis on répète, et puis on garde un petit morceau de torche. Voilà, ouais, donc ça c'était à la maison, c'est précieux, c'est ma relique. Voilà. Donc c'est votre contribution aussi. Mais surtout, voilà, et j'ai tout de suite écrit à l'ensemble des présidents de département, parce qu'au niveau de la Fédé, je représente, j'ai une mission de m'occuper de l'ensemble des présidents de département de France. J'aurais tout de suite envoyé un mail en disant je partage avec vous, quoi. Je suis là, mais vous êtes là à côté de moi, quoi. Dans l'ombre. Ouais. Vous nous parliez justement des principaux freins à surmonter pour que la pratique des personnes en situation de handicap dans le sport évolue. Pour vous, quels sont les principaux responsables actuels, enfin en tout cas quels sont les leviers et quels acteurs pourraient participer activement à ce changement? Est-ce que c'est les clubs? Est-ce que c'est plutôt... vous me parliez du manque de moyens humains, mais indépendamment des encadrants, où est-ce qu'on peut faire plus? Ben, faut éclairer davantage les présidents de club. Faut éclairer. Alors, quand je dis... Alors, on parle de moi, on parle de mon club, mais on ne parle pas des difficultés d'être président de club, du parcours de la personne. C'est ça, donc je crois qu'il faut... Là aussi, tout à l'heure, je parlais des personnes en situation de handicap, ce sont les personnes présidents de club. Intéressons-nous davantage à la personne, voilà, de toute façon. Et je pense que si on fait ce travail de terrain, ça va permettre de les rendre visibles et de donner à d'autres envie de prendre aussi cette charge de s'occuper de personnes en situation de handicap dans le sport. Alors, en France, le statut associatif a une place assez importante et en même temps singulière. Est-ce que vous considérez que c'est une difficulté, ou comment est-ce qu'il peut évoluer pour justement, dans le sport, permettre à tous de prendre leur place, et notamment pour permettre l'inclusion totale? Je crois que la réflexion, les bénévoles sur une journée, on en trouve énormément. Il y a sur certaines manifestations, on a réussi un jour à trouver 700 bénévoles au niveau de la Fédération française handisport.
Trouver des bénévoles qui vont s'impliquer sur une année, on peut en trouver. Sur 2 années, c'est quasiment mission impossible. Ce qui veut dire qu'il faudrait peut-être penser, travailler avec des écoles. Dans mon club, là, il y a une école qui est extraordinaire, une école d'ingénieurs, chimie, etc. Et j'ai été les rencontrer et chaque année, j'aurai un certain nombre de bénévoles. Donc voilà, c'est toujours avoir ce coup d'avance, parce que si on n'a pas toutes ces personnes-là, qui sont extraordinaires, hein, les bénévoles, ils sont extraordinaires, mais si on n'a pas toutes ces personnes-là, ça ne tourne plus. Et moi, ce soir, j'ai l'angoisse, parce que ça ne tourne pas ce soir. Comment je fais? Et donc, je me suis dit, l'année prochaine, il va falloir que tu aies un coup d'avance. Anticipe cette fin d'année. Ben oui, les étudiants, ils arrêtent début juin. Mais ça, tu aurais pu le comprendre tout seul. Et donc, je vais essayer d'anticiper ça. Et si on peut faire passer ce message aussi, voilà. Il faut des bénévoles, mais il faut surtout que ça soit régulier. Sinon, qu'est-ce que je dis aux personnes? Moi, je leur dis, ben non, pas de bénévoles, pas de bras, pas de chocolat, pas de bénévoles, pas de piscine. Et c'est la limite, mais c'est ma limite, là. Donc, la question est super intéressante parce qu'elle me met devant mes responsabilités. Une de plus. Voilà, donc... Alors justement, en parlant d'association, ça me permet de rappeler qu'on sera diffusé sur la radio associative Radio Campus Paris, qu'on remercie pour ce créneau-là. Et donc voilà, merci beaucoup Vincent pour votre éclairage sur cette question de l'inclusion et notamment pour les personnes en situation de handicap, la pratique du sport en France qui doit être toujours plus mise en avant. Merci beaucoup pour ces très bonnes réponses et toutes ces belles pistes. Personnellement, ça m'a vraiment donné envie de moi aussi m'engager encore plus là-dedans. Donc merci beaucoup et puis à très bientôt pour un nouvel épisode. C'est désormais la fin de notre émission. Aujourd'hui, à travers les regards croisés de Juliane, Marie-Solène et Vincent Lassalle, on a entrevu une autre facette des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Une facette plus intime, plus engagée, plus humaine. La cérémonie d'ouverture du 26 juillet 2024 en toile de fond, nous avons cheminé durant une trentaine de minutes sur le thème de l'inclusion par le sport. Merci à vous trois, et notamment vous deux, d'avoir accepté de nous partager vos souvenirs et d'avoir ainsi croisé vos regards. Par vos témoignages, vous avez défendu un sport plus juste, plus accessible, plus ouvert. C'est toute l'ambition de cette série d'émissions que nous sommes fiers de proposer aux auditeurs de Miro Média. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite pour un nouvel épisode.